Il est 3 heures du matin. Marie ouvre Instagram pour la 20e fois aujourd'hui. Elle fait défiler les stories, double-clique sur des photos de gens qu'elle connaît à peine. Son pouce glisse mécaniquement sur l'écran. Demain, elle a une présentation importante au travail, mais elle ne peut pas s'arrêter. Cette sensation lui est familière, presque réconfortante. Pourtant, quelque part au fond d'elle, une question résonne. Pourquoi est-ce si difficile de simplement éteindre son téléphone? Laissez-nous un commentaire en nous disant de quelle ville vous regardez cette vidéo et si vous vous reconnaissez dans cette situation. Le philosophe français Blaise Pascal écrivait, au XVIIe siècle, que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Ces mots, écrits il y a plus de 300 ans, n'ont jamais été aussi actuels. Nous vivons dans une époque où le repos est devenu presque impossible. Nos smartphones sont devenus le prolongement de nos mains, de nos pensées, de nos désirs les plus profonds. Mais comment sommes-nous arrivés là? Pour comprendre notre addiction aux réseaux sociaux, nous devons plonger dans les mécanismes psychologiques, philosophiques et même neurologiques qui nous maintiennent captifs de nos écrans. Les entreprises de la Silicon Valley n'ont pas créé ces plateformes par hasard. Elles ont embauché les meilleurs ingénieurs, psychologues et designers pour exploiter les failles les plus profondes de notre cerveau humain. Pensez à la dernière fois que vous avez posté quelque chose sur les réseaux sociaux. Peut-être une photo de vacances, un commentaire politique ou simplement un statut sur votre journée. Qu'avez-vous ressenti immédiatement après? Probablement une légère anxiété, une anticipation. Vous avez attendu les likes, les commentaires, les réactions. Chaque notification déclenchait une petite décharge de dopamine dans votre cerveau. Ce neurotransmetteur associé au plaisir et à la récompense. Ce mécanisme n'est pas nouveau. Les psychologues comportementalistes du XXe siècle, comme B.F. Skinner, ont démontré que les récompenses variables sont les plus addictives. Quand un rat appuie sur un levier et reçoit parfois de la nourriture, mais pas toujours, il devient obsédé par ce levier. Il y appuiera dessus compulsivement, bien plus que si la récompense était garantie à chaque fois. Les réseaux sociaux fonctionnent exactement sur ce principe. Vous ne savez jamais combien de likes vous recevrez, qui commentera, quelle sera la réaction. Cette incertitude nous maintient accrochés. Le philosophe allemand Martin Heidegger parlait de l'authenticité de l'existence. Selon lui, nous vivons la plupart du temps dans ce qu'il appelait das Man, le on impersonnel. Nous faisons ce que on fait. Nous pensons ce que on pense. Les réseaux sociaux sont l'incarnation parfaite de ce concept. Nous partageons non pas ce que nous sommes vraiment, mais ce que nous pensons que les autres veulent voir. Nous construisons des personas soigneusement calibrés, des versions idéalisées de nous-mêmes. Marie, notre protagoniste du début, ne poste jamais de photos quand elle se sent triste ou fatiguée. Elle attend le bon angle, la bonne lumière, le bon filtre. Sa vie Instagram n'a presque rien à voir avec sa vie réelle. Et pourtant, elle y consacre des heures chaque jour. Elle compare sa vie réelle aux vies parfaites qu'elle voit défiler sur son écran. Cette comparaison constante érode son estime de soi, crée une anxiété permanente. Les études neuroscientifiques montrent que lorsque nous recevons une notification, notre cerveau libère de la dopamine. C'est le même processus qui se produit lors de la consommation de drogue, de nourriture sucrée ou de sexe. Notre cerveau primitif ne fait pas la différence entre une réelle menace ou opportunité et une simple notification Instagram. Chaque ping de notre téléphone déclenche une réponse de stress, suivie d'un soulagement lorsque nous vérifions. Ce cycle stress-soulagement crée une dépendance physiologique. Le philosophe Jean-Paul Sartre disait que l'enfer, c'est les autres. Sur les réseaux sociaux, cette phrase prend une dimension particulière. Nous sommes constamment sous le regard des autres, ou du moins sous le regard que nous imaginons. Nous devenons nos propres geôliers, censurant nos pensées, contrôlons nos images, gérant notre réputation numérique comme une entreprise gère sa marque. Mais au-delà de la dopamine et de la psychologie comportementale, il y a quelque chose de plus profond. Les réseaux sociaux répondent à des besoins humains fondamentaux. Le besoin d'appartenance, de reconnaissance, de validation. Aristote affirmait que l'homme est un animal social.
Nous avons besoin des autres pour nous définir, pour nous comprendre. Dans le monde moderne, où les structures communautaires traditionnelles se sont effondrées, où la famille est dispersée, où le travail est de plus en plus isolé, les réseaux sociaux semblent offrir une solution rapide et accessible. Pourtant, cette connexion est illusoire. Des études montrent que plus nous passons de temps sur les réseaux sociaux, plus nous nous sentons seuls. C'est un paradoxe de troublant. Nous cherchons la connexion et trouvons l'isolement. Nous cherchons la validation et trouvons l'anxiété. Nous cherchons le bonheur et trouvons la dépression. Le concept de FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose, illustre parfaitement cette dynamique. Chaque fois que nous voyons nos amis s'amuser sans nous, chaque fois que nous découvrons un événement auquel nous n'avons pas été invités, chaque fois que nous constatons que notre vie semble moins excitante que celle des autres, nous ressentons une douleur réelle. Les neuroscientifiques ont démontré que le rejet social active les mêmes régions cérébrales que la douleur physique. Les plateformes de réseaux sociaux ont compris cela mieux que personne. Leurs algorithmes sont conçus pour maximiser notre engagement, notre temps d'écran. Ils nous montrent exactement le contenu qui nous maintiendra collés à l'écran le plus longtemps possible. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas accidentel. C'est le résultat d'années de recherche, de tests A/B, d'optimisation constante. Tristan Harris, ancien designer éthique chez Google, a révélé comment ces entreprises manipulent délibérément nos faiblesses psychologiques. Il parle de conception persuasive, une discipline qui utilise les principes de la psychologie pour modifier le comportement humain. Les notifications push, le scroll infini, l'autoplay des vidéos, les suggestions algorithmiques, tout est dessiné pour que nous ne puissions jamais vraiment partir. Le philosophe Michel Foucault parlait de biopouvoir, le pouvoir qui s'exerce non plus par la contrainte directe, mais par la gestion subtile de nos corps et de nos vies. Les réseaux sociaux représentent peut-être la forme la plus sophistiquée de ce biopouvoir. Ils ne nous forcent pas à rester, ils nous font croire que nous choisissons librement de passer notre temps sur leur plateforme, alors que réellement, chaque aspect de leur design vise à exploiter nos vulnérabilités neurologiques et psychologiques. Marie, toujours éveillée à 3 heures du matin, ne réalise pas qu'elle n'est pas simplement en train de perdre du temps. Elle participe à une expérience massive de modification comportementale. Ses données, ses likes, ses partages alimentent des algorithmes qui la connaissent mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Ces algorithmes peuvent prédire ses humeurs, ses désirs, ses achats futurs avec une précision troublante. Mais peut-être que le problème le plus profond n'est pas l'addiction elle-même, mais ce qu'elle révèle sur notre condition moderne. Nous sommes des êtres qui ont perdu le contact avec le réel, qui préfèrent la simulation à l'expérience authentique, qui valorisent l'image plus que la substance. Les réseaux sociaux ne créent pas ces problèmes, ils les amplifient et les exploitent. Alors comment sortir de ce piège? Comment retrouver notre liberté face à ces machines conçues pour nous capturer? La réponse n'est pas simple, mais elle commence par la prise de conscience. Comprendre les mécanismes qui nous contrôlent est le premier pas vers la libération. Comme le disait Spinoza, la liberté n'est pas l'absence de déterminisme, mais la compréhension de nos déterminismes. En comprenant pourquoi nous sommes accros, nous pouvons commencer à reprendre le contrôle de nos vies, de notre attention, de notre temps le plus précieux.